Alors, bonjour à tous. Donc les dernières fois, on a surtout parlé de spectre du Laplacien et décroissance des corrélations du flot géodésique sur les graphes réguliers. Je n'ai pas tout à fait fini de dire ce que je voulais dire, mais comme on va au séminaire, on va avoir deux exposés qui portent sur les surfaces hyperboliques. On va peut-être faire une pause sur les graphes et parler un peu de surface hyperbolique. Peut-être tout à l'heure, je ferai un petit complément sur les graphes réguliers, mais voilà, selon un petit peu le... Alors, je vais faire quelques rappels, mais qui sont des choses très classiques sur le flot géodésique des surfaces hyperboliques. Alors, pour les dessins, je travaillerai tantôt avec le modèle du demi-plan de Poincaré, qui est l'ensemble des nombres complexes de parties imaginaires strictement positives et muni de la métrique dx carré plus dy carré sur y, ou avec le modèle du 10 de Poincaré, qui est l'ensemble des z, des nombres complexes z de modules strictement plus petits que 1, muni de la métrique, alors il y a un 4, dx carré plus dy carré sur 1 moins x2 moins y carré. J'ai un y carré là. Sachant que les deux sont isométriques, on peut passer de l'un à l'autre, alors on n'aura pas forcément. L'isométrie entre les deux, c'est la transformation de Möbius qui à z associe iz plus 1 sur z plus i, par exemple. Donc les deux modèles sont isométriques. Et puis je vais m'intéresser, un petit peu comme ce qu'on avait fait les séances précédentes pour les graphes réguliers, je vais m'intéresser au flot géodésique sur une surface hyperbolique compacte. Orientable. Qu'on peut voir comme le quotient du demi-plan de Poincaré par gamma, et gamma va être un sous-groupe du groupe d'isométrie directe du demi-plan de Poincaré, qui doit être supposé, on doit supposer qu'il agit librement et proprement discontinuement si on veut que le quotient soit une surface sympathique. Proprement discontinuement. Et le flot géodésique, ça va être un système dynamique qui est défini sur le fibré unitaire tangent de la surface M, qui est aussi le quotient du fibré unitaire tangent de H par l'action du groupe gamma. Et donc, je vous rappelle que, alors là, je fais le dessin, je vais faire les deux dessins, je vais faire le dessin dans le modèle du disque et dans le modèle du demi-plan. Les géodésiques, dans le modèle du disque, ce sont les cercles orthogonaux au bord. Et le flot géodésique, c'est le système dynamique qui consiste à... la donnée initiale, c'est un vecteur tangent, et puis on le... Donc, si je me donne un vecteur tangent V en un point X, je suis la géodésique engendrée pendant un temps T. Et ça, je vais continuer à le noter sigma comme on avait fait sur le graphe. Sigma, donc au temps t, on a déplacé le vecteur en suivant la géodésique pendant un temps t. Et puis dans le modèle du demi-plan, les géodésiques, ce sont soit les cercles orthogonaux au bord, ou soit les droites orthogonales au bord. Donc
On a un système dynamique à temps continu maintenant. Il va du fibré unitaire tangent dans lui-même, sur le demi-plan Poincaré, et puis qui passe au quotient. Comme gamma agit par isométrie, hein, sigma t agit aussi sur le fibré unitaire tangent de M. Et puis la propriété de flow, je vous rappelle que ça veut dire que sigma t plus S, donc suivre la dynamique pendant le temps t plus S, c'est la même chose que cela suivre d'abord pendant le temps S, puis pendant le temps t. C'est ce qu'on appelle un flow. Et puis je vais rappeler la structure de le flow géodésite sur les surfaces hyperboliques. Il a une structure particulière. Alors, ce qu'on appelle les orocycles. Donc au départ, ce sont des courbes dans le biplan Poincaré qui sont les lignes de niveau des fonctions de Boozman. Alors quand on a un point sur le bord à l'infini, alors je vais plutôt peut-être faire le dessin pour le disque, quand on a un point sur le bord, oméga, à chaque point du bord est associé ce qui s'appelle une fonction de Boozman, qui est une fonction sur le disque, et qu'on peut voir entre guillemets, ça c'est la fonction de Boozman centrée en oméga, et entre guillemets c'est la distance de x à oméga, moins alors il faut se fixer une origine pour normaliser toutes les... Donc on va prendre par exemple le point 0 comme origine ici, qui correspond ici au point I. Donc moralement, hein, donc on se fixe une origine qui sert à normaliser ces fonctions de Boozman. Donc c'est la différence entre la distance de x à oméga et la distance de x à 0, la distance de 0 à oméga. Et la vraie définition, c'est la limite quand y tend vers le bord, tend vers oméga, de la distance entre x et oméga, non, la distance de x, y, moins la distance de 0 à y. Et les lignes de niveau, on peut montrer que c'est des cercles qui sont tangents au bord. Donc ça, c'est les orocycles centrés en oméga. Et à partir de ces orocycles, on voit apparaître les variétés stables et les variétés instables pour le flot géodésique. Donc maintenant, supposons que je m'intéresse à cette géodésite là qui est dessinée ici, avec sa condition initiale, qui est le vecteur que j'ai appelé eta. Donc maintenant, si je dessine tous les vecteurs orthogonaux à cet orocycle, celui qui passe par x, j'obtiens une courbe. Maintenant, cette famille de vecteurs, c'est une courbe dans le fibré unitaire tangent de H, qui s'appelle la variété stable de eta, parce que toutes les géodésites correspondantes convergent, ont la même, se rapprochent exponentiellement vite quand t tend vers l'infini de la géodésite passant par eta. Donc les variétés stables. Voilà, j'ai changé à peu près 3 fois de notation dans mes notes. Le signe moins, je vais l'associer aux variétés stables et le signe plus aux variétés instables. Je vais essayer de m'y tenir. Donc, la variété stable, pour associer à la condition initiale eta, c'est l'ensemble des vecteurs unitaires tangents telle que la distance entre sigma t eta
et sigma t de eta prime tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc c'est la variété stable, ça correspond à cette courbe dans le fibré unitaire tangent qui est dessiné ici. Tout. Et puis on a de la même manière une variété instable qui est obtenue en prenant... Il faut maintenant considérer l'eurocycle et son trait non pas dans le point en plus l'infini, mais dans le point en moins l'infini. Donc on prend cet eurocycle-là. Donc là maintenant j'obtiens une autre courbe tracée dans le fibré unitaire tangent qui correspond à des géodésiques qui sont asymptotes à la trajectoire de eta mais en temps négatif. Donc je vais noter W plus de eta, c'est l'ensemble des vecteurs dans le fibré unitaire tangent, tel que la distance entre les deux trajectoires tend vers 0, mais cette fois-ci quand t tend vers moins l'infini. Donc là, j'ai présenté les choses dans le disque de point carré, mais tout passe au quotient. Comme tout est défini en termes de distance, cette notion de variété stable et instable passe au quotient dans le fibré unitaire tangent de notre surface compacte. Et donc on obtient en chaque point une variété stable, une variété instable qui forment chacune le feuilletage stable et le feuilletage instable pour le flot géodésique. Et on a même ce qui s'appelle le flot orocyclique. Alors il y a deux flots orocycliques, il y a le flot orocyclique stable et le flot orocyclique instable. Alors, mon dessin n'est pas très grand, je ne sais pas si... je vais essayer de le reprendre en plus grand. Donc, si j'ai mon vecteur eta, voilà sa variété stable. Et donc, j'ai le flot géodésique qui transporte comme ça. Le flot orocyclique, il consiste au contraire à se déplacer à vitesse 1, mais le long de la variété stable. Donc je vais l'appeler H tau plus, non H tau moins. Donc, voilà, si je me déplace de taux, j'appelle ça H tau. Donc. Et puis j'ai le flot orocyclique instable qui fait la même chose, mais le long de la qui consiste à se déplacer le long de la variété instable à vitesse unitaire. Et là, dans ce cadre, très simple d'un espace symétrique, on a vraiment des relations exactes. Alors, le flot géodésique et le flot orocyclique qui sont reliés de la manière suivante. J'essaie d'écrire les choses dans le bon ordre. Donc si je me déplace de tau dans la direction stable, puis de t dans la direction du flot géodésique, c'est la même chose que c'est déplacer d'abord de t dans la direction du flot géodésique et puis de tau exponentielle moins t dans la direction stable. Et ça revient à dessiner un petit rectangle comme ça. Donc ici j'ai tau, ici j'ai t, et ici j'ai tau exponentielle moins t. Et puis dans la direction instable,
j'ai la même chose, mais le exponentiel moins t devient un exponentiel plus t. Donc j'ai deux fluorocyclides, j'ai le stable et le instable. Donc ça, c'est une présentation un peu géométrique du flot géodésique qui a un analogue quand on est en courbure variable. L'espace hyperbolique, hein, il s'agit de variétés de courbure constante égale à -1. Cette présentation géométrique, elle peut s'étendre à des espaces de courbure négative variable. Par contre, je veux aussi beaucoup travailler avec la version algébrique de ces flots et qui, elle, ne marche que quand on est sur un espace localement symétrique. Donc voilà, tous ces dessins que j'ai présentés sous forme géométrique, ils ont aussi une version où on ne parle que d'action de groupes d'opérations dans des groupes de Lie. Alors en fait, les isométries directes du plan hyperbolique s'identifient au groupe de Lie PSL de 2R, parce que si j'ai une matrice, donc PSL de 2R, c'est les matrices de 2 de déterminant 1 modulo plus ou moins l'identité. Donc si j'ai une matrice de déterminant 1 A, B, C, D à coefficient réel, elle définit une transformation de Möbius sur le demi-plan, qui est la AZ plus B sur CZ plus T. Donc, bon, il faut d'abord, hein, si c'est des choses assez classiques, il faut vérifier que c'est bien une isométrie, que ça préserve bien le demi-plan de point carré et que c'est bien une isométrie. Toutes les isométries sont de cette forme-là, et que voilà, ça, en fait, c'est un isomorphisme de groupe. Hein, donc, au lieu de parler du groupe des isométries, on peut parler de PSL de 2R. Et en fait, voilà, et le stabilisateur du point que j'avais pris comme origine, qui est le point I, c'est SO2. Et puis l'action, donc en fait, le demi-plan de point carré, on peut l'identifier au quotient PSL de R, quotienté par SO2. D'accord, parce qu'on a une action transitive et puis on connaît le stabilisateur. Et puis, on peut aussi faire agir PSL de R donc, sur le fibré unitaire tangent, juste en prenant la différentielle de l'action précédente. Alors si j'ai maintenant une matrice G, une matrice de 2, et je veux la faire agir sur un couple formé de un point et un vecteur, bah, sur le point, je fais agir par la transformation de Möbius que j'ai décrite précédemment. Ça, c'est G agissant sur Z. Et puis sur le vecteur, alors mon vecteur, c'est un élément de R2, mais que je peux voir aussi comme un nombre complexe. Donc sur le vecteur, je vais prendre la dérivée au sens complexe de cette transformation
multiplié par V. Donc c'est l'action dérivée. Et si on fait le calcul, ça revient à multiplier V par 1 sur CD plus Z au carré. Et cette action-ci, c'est aussi quelque chose qu'on démontre, hein, qu'elle est libre, elle est à la fois libre et transitive. Ce qui fait qu'on peut identifier le fibré unitaire tangent au demi-plan de Poincaré au groupe de Lie PSL de R, simplement en disant que j'identifie, je regarde l'orbite, par exemple, en général, on prend l'orbite du point I. Et puis, alors ça c'est pour H, et puis la surface M, on va pouvoir l'écrire comme un double quotient. H, c'est le demi-plan de Poincaré, c'est PSL de R quotienté par SO2. Et puis, ça c'est une action qui était à... Alors, je trompe toujours entre la droite et la gauche, donc vous remarquerez probablement que je dis des choses à l'envers. C'est une action à droite, et puis l'action gamma, donc l'action du groupe d'isométrie, c'est à gauche. Donc maintenant, gamma, je le vois comme un sous-groupe de PSL de R. Et puis son fibré unitaire tangent, c'est le quotient de PSL de R. Toujours à gauche par l'action du sous-groupe gamma, voilà, vu maintenant comme sous-groupe de PSL de R. Alors, propriétés que je ne devais pas démontrer, hein, qui sont des choses classiques. Mais enfin, pour les étudiants, si vous pouvez venir me demander après le cours, hein, si c'est des choses que vous ne connaissez pas, c'est que si on fait cette identification, le flot sigma t, ça devient, donc sigma t agissant, ça devient la multiplication à droite par le groupe des matrices diagonales, donc paramétré comme ça. Donc A puissance t, c'est la matrice diagonale, exponentielle t sur 2, exponentielle moins t sur 2. Donc ce qu'il faut, si on veut le démontrer, hein, ce qu'il suffit de démontrer, c'est que si je fais agir cette matrice sur mon vecteur, donc I, le vecteur I, c'est le vecteur qui part de l'origine et qui pointe vers la verticale. Si je fais agir à t là-dessus, il faut vérifier que je suis bien la géodésique correspondante. Il faut juste faire le calcul. Et ça, je vais appeler grand A. Donc A puissance t, c'est exponentielle ta. Et donc le générateur infinitésimal de ce sous-groupe à un paramètre là, de PSL de R, c'est, je vais l'écrire, c'est le 1 demi de la matrice diagonale 1 moins 1. Alors le flot orocyclique stable, celui que j'avais appelé H-, indice tour,
ça devient, sous cette identification, ça devient, à chaque fois, ça devient la multiplication à droite par la matrice 1, taux 0, 1. Donc là, le dessin, il est comme... Je vais faire le dessin dans le point carré. Donc, à chaque fois, pour le montrer, il suffit de vérifier que c'est bien vrai si je fais agir sur le vecteur II. C'est celui que j'ai choisi pour faire cette identification. Donc, pour le flot géodésique, on a cette trajectoire. Pour ce vecteur-là, il faut vérifier que si on fait agir cette matrice, on se retrouve bien avec cette courbe-là, qui est l'eurocycle stable correspondant. Oui, je n'ai pas précisé, mais dans le dessin du demi-plan de Poincaré, hein, les eurocycles qui sont centrés en l'infini, ce sont des droites horizontales. Et puis enfin, le flot eurocyclique instable, ça revient à multiplier par le groupe des matrices triangulaires, mais inférieures, et avec des 1 sur la diagonale. Et ça fait ce dessin-là. Ça veut dire que je me déplace comme ça. Alors là, H tau, c'est son générateur infinitésimal, je vais le noter n-. Donc n-, c'est la matrice 0, 1, 0, 0. Et puis le H+, c'est exponentielle tau n+. Donc le générateur infinitésimal de ce groupe à un paramètre, c'est 0, 1, 0, 0. Et puis en fait, donc, ces relations de commutation sur les flots, elles se traduisent par des relations sur les crochets de Lie de ces matrices. Si c'est dans le bon sens, vérifiez que j'écris dans le bon sens, mais ça doit être que le crochet de Lie entre n- et A, c'est moins 2 n-. Non, il n'y a pas le 2. Si j'ai mis... Oui. Si je mets le 1,5 là, il n'y a pas de 2. C'est juste moins n-. Et puis le crochet de Lie entre n+ et A, c'est plus n+. Donc ça traduit de manière infinitésimale cette relation-là. Et puis peut-être ce que je dois dire au niveau notation, hein, c'est que bien sûr, du coup, l'algèbre de Lie de SL2, elle agit sur les fonctions en dérivant dans la direction de ces flots. Hein. Donc par exemple, je peux faire agir A sur une fonction f, si f c'est une fonction sur le fibré unitaire tangent. Là-dessus, je peux faire agir l'algèbre de Lie là, du groupe SL2, donc AF, ça va être la dérivée de F au temps nul, au temps 0 dans la direction du flot géodésique. Et puis de la même manière, je peux faire agir n+ sur les fonctions et n- sur les fonctions. Donc n- de F, ça va être la dérivée de la fonction F dans la direction du flot eurocyclique instable, par exemple. Donc Et puis en fait, il y a encore un quatrième flot qui va être utile. Alors c'est l'action de SO, c'est le flot de rotation. Donc il y a un quatrième vecteur qui va être utile, c'est Z égale 1,5. Alors, que je ne me trompe pas de sens.
Donc ce vecteur-là, il engendre le flot, donc l'exponentielle θz, c'est cos θ sur 2 moins sinus θ sur 2, sinus θ sur 2, cos sinus θ sur 2. Et ce flot-là, la multiplication à droite par ces matrices-là, ça revient il y a un autre flot sur le fibré unitaire tangent, ça revient à partir d'un vecteur, à garder le point base et juste à le faire tourner d'un angle θ. Il faut faire un petit peu attention, c'est que quand on veut tourner de θ, il faut faire agir cette matrice avec l'angle θ sur 2. Donc tourner le vecteur de θ, ça revient à faire agir par multiplication. Si on prend maintenant la version algébrique, ça revient à faire agir ce groupe à un paramètre par multiplication à droite. Alors une petite remarque, c'est que il y a la même chose pour les graphes réguliers, en tout cas dans le cas où ce que j'avais appelé Q est un nombre premier. Donc l'arbre régulier, l'arbre Q plus 1 régulier, il y a moyen de l'identifier à GL2 sur le corps FQ, quotienté par. Alors, ce qui va jouer le rôle de SO2, c'est le sous-groupe compact, un sous-groupe compact maximal, donc GL2 ZQ, pardon. Et puis, ce que j'avais appelé le fibré unitaire tangent à l'arbre régulier, dans ce cas-là, ça devient isomorphe, ça s'identifie à GL2 de FQ, pardon. Et puis l'action du flot géodésique, ça devient la multiplication à droite par cette matrice diagonale. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas du tout exploité ça, c'est que ce qu'on a vu pour les graphes, c'est que finalement, si on s'intéresse uniquement à la dynamique du flot géodésique, c'est absolument pas nécessaire de passer par cette approche-là. Le fait de l'écrire comme ça a un intérêt si on veut prendre des quotients arithmétiques, etc. Mais par contre, si la seule chose qui nous intéresse, c'est la dynamique, on ne gagne pas grand-chose à utiliser ça. Alors cela dit, s'il y en a qui sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus, c'est très bien expliqué dans le livre de Jean-Pierre Serre, qui s'appelle Arbre, amalgame, SL2. C'est le chapitre de début du chapitre grand 2. C'est mon livre. Je rappelle que notre but, c'est de faire apparaître le spectre de résonance du flot géodésique, d'étudier les corrélations d'observables suffisamment régulières et de faire apparaître le spectre de résonance et de voir qu'il y a un lien avec le spectre du Laplacien. Donc le but, c'est d'étudier les corrélations du flot géodésique sur T1M et puis faire apparaître le spectre de résonance.
Et donc, sur les graphes, on a vu qu'on pouvait le faire à la main parce qu'on peut voir à la main, on peut trouver à la main des espaces de fonctions, qui sont stables par le flot géodésique. Et ça, c'est par contre, dans le cas du flot dans le cas de surface hyperbolique, hein, c'est beaucoup moins direct, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'auteurs l'ont fait en utilisant la théorie des représentations de SL2. Donc il y a eu, je peux faire un petit historique des différentes approches, mais il y a eu, donc il y a soit par la théorie des représentations, que je vais un petit peu expliquer hein, aujourd'hui et la prochaine fois. Donc, par exemple, par la théorie des représentations de SL2R, Gelfand et Fomin, donc ça c'était en 1952, et ont montré que le spectre du flot géodésique sur sur L2 est absolument continu. Puis plus tard, Ratner et Moore, ça c'était dans les années 87, ont montré que il y avait une décroissance exponentielle des corrélations, en faisant explicitement le lien avec le spectre du Laplacien. Donc moi, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment pousser un petit peu plus loin ces calculs pour vraiment faire apparaître tout le spectre de résonance. Cela dit, ce n'est pas l'approche moderne. Hein. L'approche moderne, c'est plutôt d'essayer de faire apparaître qui je pense est la bonne approche. C'est plutôt de faire apparaître des espaces de fonctions. En fait, on veut faire apparaître du spectre discret. Au départ, sur L2, hein, c'est un peu, j'en avais déjà parlé dans le cas des graphes, sur L2, le spectre du flot géodésique est absolument continu. Mais on veut faire apparaître du spectre discret, donc il faut trouver d'autres espaces de fonctions ou de distributions sur lesquels le flot a une espèce de propriété régularisante qui va être responsable de l'apparition d'un spectre discret. Donc l'autre approche, qui est l'approche plus moderne, c'est trouver des espaces fonctionnels sur lesquels le flot a un effet régularisant. Enfin, a une propriété régularisante, et ça fait apparaître du spectre discret. Alors je dirais que jusque dans les années 2000, c'était fait beaucoup par codage. L'intérêt de cette approche aussi, de cette deuxième approche, c'est que c'est une approche beaucoup plus générale, puisqu'elle marche pour des flots d'Anosov, ou même des flots... voilà. Donc pour des flots d'Anosov beaucoup plus généraux que juste l'exemple que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc pour schématiser un peu, à peu près jusqu'en 2000, on trouvait ces espaces fonctionnels en essayant de coder le flot géodésique par une espèce de chaîne de Markov sur un graphe. Donc en discrétisant l'espace des phases, on arrivait à trouver un bon codage des trajectoires du flot et à se ramener à des choses qui ressemblaient à une chaîne de Markov sur un graphe. Et disons que depuis les années 2000 à peu près, une autre approche qui est apparue, c'est d'essayer directement de trouver des espaces de fonctions
directement définis comme espace de distribution sur le fibré unitaire tangent et qui ont cette propriété d'avoir du spectre discret. Et c'est ce qui s'appelle les espaces de Banach anisotropes. Donc, je vais donner juste quelques noms, mais je vais très probablement oublier des gens. Donc voilà, Marc Policotte a beaucoup travaillé avec le codage. Peut-être le premier article où apparaissent les espaces de Banach anisotropes, c'est un article de Bland, Keller, Liverani. Après, Viviane Baladi a beaucoup travaillé avec les deux approches. Tsuji. Faure et Sjöstrand ont donné une définition des espaces de Banach anisotropes qui reposait sur l'analyse microlocale. On va aussi citer Dyatlov-Zvorsky pour les applications aux fonctions de zeta. Voilà, j'oublie probablement du monde. Mais disons que je pense qu'en fait, c'est probablement la bonne approche, cette deuxième approche, parce qu'elle est plus générale. Elle est moins. J'ai voulu m'amuser à voir ce que ça donnait en fait avec ce qu'on trouvait en fait sur le spectre de résonance directement en travaillant avec la théorie des représentations, en oubliant un peu que cette théorie plus générale avait été inventée là depuis 20 ans. On trouve des résultats plus précis. Mais qui ont une interprétation géométrique, par contre, moins claire. Alors que quand on travaille avec les espaces de Banach anisotropes, on travaille vraiment de manière très géométrique. Alors, quel est le résultat portant sur la décroissance des corrélations ? Alors c'est là que vont apparaître les valeurs propres du Laplacien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux surfaces hyperboliques, hein, qui n'apparaît pas dans le cas général. C'est le lien avec les fonctions propres du Laplacien, avec les valeurs propres du Laplacien. Alors un peu comme dans le cas des graphes, on introduit une reparamétrisation des valeurs propres. Donc les lambda J, ce sont les valeurs propres du Laplacien sur M. Comme j'ai supposé M compact, hein, ces valeurs propres, elles forment une suite discrète, mais infinie cette fois, par rapport au cas des graphes finis. Et il est habituel de les paramétrer, d'introduire le paramètre RJ, et un petit peu comme... alors, lambda J est forcément réel, puisque le Laplacien, c'est un opérateur auto-adjoint, ce qui fait que RJ est soit réel, soit imaginaire pur. Donc, RJ réel, ça correspond à lambda J plus grand que 1 quart, ce qui s'appelle le spectre tempéré. Et puis, RJ imaginaire pur, c'est lambda J plus petit que 1 quart. Et je vais prendre deux observables, donc deux fonctions sur le fibré unitaire tangent, et puis je vais avoir on va dire suffisamment régulière.
va s'intéresser aux corrélations entre U et V transporté par le flot tenté. Et ça, c'est donc l'intégrale sur le fibré unitaire tangent de U. Il faut que je dise par rapport à quelle mesure j'intègre. Donc dans le cas des graphes, on avait pris la mesure uniforme. Hein. Là, on va prendre la mesure de A qui est sur PSL2. Et cette mesure, elle est invariante par le flot géodésique. Bon, ça, si je la définis comme étant la mesure de R sur le groupe, comme j'ai dit que le flot géodésique, c'était juste un groupe qui agissait par multiplication, ça me donne une mesure invariante. Donc là, pour répondre à une question qui avait été posée il y a 2 semaines, invariante, hein, donc ça veut dire que si j'intègre f mon sigma t, je retrouve la même chose que si j'intègre une fonction f. Et ça veut dire que ces corrélations, hein, on peut aussi les écrire comme l'intégrale de u rond sigma moins t fois v. Donc, comme la mesure est invariante, le sigma, je peux le faire passer de l'autre côté juste en changeant le signe. Donc l'énoncé est le suivant, donc je me donne un entier M, enfin un entier, quoi. Il va y avoir un reste dans ce développement, je vais donner un développement asymptotique des corrélations qui va avoir un reste. Dans le cas des graphes, on avait vu que si on prenait des fonctions suffisamment régulières, c'était en fait on avait une égalité qui était vraie à partir d'un certain temps. Là, j'ai un reste. Je ne sais pas si on peut vraiment écrire une série convergente à la fin. Donc, on va appeler ça un théorème. Bon, il y a un premier terme qui correspond à la projection de U et de V sur les fonctions constantes. Et vous vous souvenez, j'ai dit que ça, c'est juste l'appariement entre les fonctions, c'est quasiment comme le produit scalaire L2, mais je ne vais pas mettre de barre sur le V. Ça, c'est parce que quand on regarde les distributions, il n'y a pas de barre, donc c'est pour avoir une notation cohérente entre l'appariement des fonctions dans L2 et l'appariement des fonctions sur les espaces de distribution. Donc il y a un premier terme, donc, qui s'appelle le terme trivial, qui vient de la projection sur les constantes. Ensuite, il y a une somme qui est indexée par toutes les valeurs propres du Laplacien. Et là, ça devient quand même un petit peu plus compliqué pour les graphes. Pour les graphes, en fait, chaque valeur propre du Laplacien est donnée lieu à exactement deux résonances du flot géodésique. Pour les surfaces superboliques, chaque valeur propre du Laplacien elle donne naissance à une infinité de résonances du flot géodésique. Donc ça, il y a cette deuxième somme qui apparaît, qui n'était pas là dans le cas des graphes. Oui, peut-être je dois dire que ça, je peux aussi l'écrire comme 1/2 plus IRJ, 1/2 moins IRJ. Donc il y a exactement la même symétrie, hein, que RJ et moins RJ viennent ensemble, exactement comme pour les graphes réguliers. Donc là, on voit apparaître, des sortes de valeurs propres généralisées du flot géodésique. Et après, il y a
un état résonant, hein, enfin, qui dépend à la fois de RJ, donc de la valeur propre, mais de l'entier M aussi. Donc appliqué à la fonction U. Donc ça, c'est le temps t, ça va être une distribution définie sur l'espace tangent. Et puis un t étoile hop. Voilà, donc ça ressemble à ce qu'on avait vu sur les graphes, mais il y a une deuxième somme sur les entiers M. Et en fait, chaque valeur propre du Laplacien donne lieu à deux états résonants et puis tout c'est décalé par les entiers M. Et ça, il y a toujours, il y a un petit peu comme ce qu'on avait vu ça, on avait vu ça déjà pour le graphe, hein, quand R égale 0, c'est pour lambda J égale un quart, ça fait un cas un petit peu particulier qui va donner au lieu d'avoir deux valeurs propres distinctes, au lieu d'avoir deux résonances distinctes, j'ai une résonance double et puis j'ai un bloc de Jordan. Donc cette somme-là, c'est pour lambda J différent de 1 quart. Il y a un cas particulier, si 1 quart est valeur propre, ça c'est seulement si lambda J égale 1 quart apparaît dans le spectre de ma matrice, dans le spectre de ma surface, où j'ai un peu la même chose, mais c'est un bloc de Jordan. Donc, je pense que par la suite, je ferai comme s'il n'était pas là. Alors, cette fois, il y a T0 et M, T0M étoile V, plus... Bon, on n'est pas obligé, on peut faire comme si, on peut supposer qu'un quart n'est pas valeur propre, c'est peut-être plus simple. Et puis voilà, comme c'est un bloc de Jordan, il y a un terme linéaire qui sort. Vous me dites si ce n'est pas lisible, hein, il y a peut-être beaucoup d'indices. Alors, et puis on avait vu, donc ça c'est les valeurs, ça c'est les résonances qui viennent du spectre du Laplacien. Et en plus de ça, exactement comme dans le cas des graphes, il y a des résonances qui sont de nature topologique, qui proviennent de certaines... voilà, il y a des résonances de nature topologique qui venaient, dans le cas des graphes, qui venaient de certains espaces de cohomologie et qui vont être là aussi, dans ce cas-là. Alors ça, c'est... Voilà. Et puis, alors les résonances topologiques, elles sont indexées par un entier n qui varie entre 1 et plus l'infini. Et puis, ah oui, aussi... Il y a aussi cet entier m. Et puis ce qui va être intéressant de regarder, c'est la multiplicité avec laquelle apparaît chacune de ces valeurs propres. Là, dans le cas des valeurs propres du Laplacien, on avait dit ça apparaît chaque valeur propre, elle donne lieu à deux résonances, et puis ensuite chacune est répétée une infinité de fois à cause de cet entier m supplémentaire. Là, il y a une multiplicité dont l'interprétation est purement topologique. Alors j'ai une somme. Je vais ensuite expliquer. Alors en fait, voilà, ces résonances supplémentaires, elles vont venir... Alors, je ne sais pas si je vais expliquer ça aujourd'hui ou non, mais elles vont venir des sections holomorphes de la puissance tensorielle n-ième de ce qui s'appelle le fibré canonique.
Donc c'est les sections holomorphes du fibré canonique à la puissance n. J'expliquerai un peu plus ce que c'est. Et le K de n, c'est sa dimension. Et puis maintenant, à chaque fois que j'ai un élément, que j'ai une section de ce fibré, je vais choisir une base orthonormale de ce fibré, et chacune de ces sections va donner lieu à 2 résonances. Donc le premier terme, c'était les valeurs propres du Laplacien, et le terme topologique, ça vient des sections holomorphes de ce fibré. Et donc à chaque fois, c'est pareil, j'ai un état résonant associé à psi indice J et à l'entier M, appliqué en U, et un état résonant dual associé à psi J et à l'entier M et appliqué en V. Et puis, alors ça c'est pour les sections holomorphes, puis j'ai la même chose pour les sections anti-holomorphes, donc c'est pour ça qu'il apparaît 2 fois, c'est que j'ai la même chose avec les conjugués. Et il manque les termes d'erreur, parce qu'en fait, là j'ai poussé. En fait, plus grand M est grand, plus je pousse le développement loin en puissance de exponentielle moins t. Donc là, j'ai décidé de m'arrêter à grand M. Et donc, il y a un terme d'erreur. À chaque fois, il y a un terme d'erreur qu'il faut rajouter partout. Donc, par exemple, là, le terme d'erreur, ça va être un grand O de exponentielle moins t. Donc, la valeur absolue de grand O de la valeur absolue de ça. 1/2 plus partie imaginaire de RJ plus grand M plus 1 fois une certaine norme de U associée à RJ et A associée à RJ et à M fois une certaine norme de V. Et puis il y a aussi une erreur du même type ici. Donc en particulier assez régulière, ça veut dire en particulier qu'il faut que toutes ces erreurs s'additionnent bien. Donc ça correspond à être dans un certain espace de Sobolev. Donc voilà, ici à chaque fois dans chacune de ces sommes, ici j'ai poussé le développement asymptotique jusqu'à l'ordre M, mais il y a un terme d'erreur qui est le terme suivant à l'ordre M plus 1 fois de certaines normes de U et de V qui vont sortir. Alors je dis peut-être tout de suite ce que valent ces nombres, les dimensions de ces espaces de section. Ou je peux même peut-être déjà dire... En fait, dans le cas, c'est ce qui s'appelle le fibré, pour que ça fasse moins peur, hein, c'est ce qui s'appelle le fibré canonique en géométrie algébrique. Et c'est simplement... En fait, notre surface hyperbolique, elle est munie aussi d'une structure complexe. Et le fibré canonique, c'est le fibré cotangent complexe. Donc c'est les formes linéaires sur le... maintenant, voilà, c'est le fibré cotangent, mais si je vois ma surface maintenant comme une courbe complexe au lieu de la voir comme une surface réelle. Donc ce n'est pas un objet si horrible que ça. Donc les sections holomorphes de ce fibré, c'est simplement les choses qui s'écrivent en coordonnées locales complexes comme f de z dz, où f est une fonction holomorphe.
C'est les choses qui localement s'écrivent f de z dz. Et en fait, quand j'ai une expression comme ça, on peut le voir, si on veut, naturellement, comme une fonction sur le fibré unitaire tangent. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... c'est un sous-espace, je peux le voir comme un sous-espace particulier de l'ensemble des fonctions sur le fibré unitaire tangent. Et maintenant, les sections, si je prends ce fibré à la puissance n, les sections holomorphes, c'est les choses qui, en coordonnées locales, s'écrivent comme dz à la puissance n fois f de z avec f holomorphe. Et de même, donc dz, c'est une forme linéaire sur chaque espace tangent. Quand je le mets à la puissance n, ça fait un polynôme d'ordre n sur chaque espace tangent. Donc ça, je peux le voir comme une fonction sur l'espace tangent qui est polynomiale d'ordre n sur chaque espace tangent. Donc ça, c'est pas un objet si effrayant que ça. On peut le voir, si on veut, comme un espace de fonction sur le fibré unitaire tangent, mais un espace de fonction avec une structure très particulière. Et il se trouve que le théorème de Riemann-Roch nous donne les dimensions de ces espaces. Alors si n égale 1, la dimension c'est G, c'est le genre. Et si n est plus grand que 2, la dimension c'est 2n-1 fois g-1. Ça, c'est une conséquence du théorème de Riemann-Roch. Donc le spectre de résonance du flot géodésique, ce théorème, je vais mettre théorème entre guillemets, parce que c'est un calcul que j'ai fait récemment, vraiment en reprenant toutes les formules de théorie des représentations de SL2, et c'est quand même assez fastidieux, donc en fait je l'ai fait que pour ça. Pour ceux qui connaissent, ces termes-là, c'est ce qui correspond aux séries principales et aux séries complémentaires. C'est le terme qui vient des valeurs propres du Laplacien. Et puis ce terme-là, c'est ce qui vient des séries discrètes, donc holomorphes et anti-holomorphes. Et finalement, en fait, le seul cas où j'ai vraiment fait le calcul très sérieusement, c'est pour les séries principales. Et après, j'ai supposé que ça se passait de la même manière pour les autres, mais c'est assez fastidieux à faire, en fait. J'expliquerai comment j'ai fait le calcul, mais je ne ferai peut-être pas tout devant vous. En tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que le spectre de résonance du flot géodésique donc j'ai les exponentielles j'ai tous ces nombres-là, exponentielle moins t plus ou moins IRJ plus M. Donc chacune de ces valeurs propres, elle apparaît autant de fois que lambda J est valeur propre du Laplacien. Et puis j'ai les exponentielles moins t facteur de n plus m. Donc ça c'est pour n plus grand que 1 et m plus grand que 0. Et la multiplicité, elle est donnée... alors on voit que, bon, évidemment, tous ces nombres,
pour chaque n et m, ce nombre-là, il va apparaître avec une certaine multiplicité, mais ensuite, il n'y a pas une unique manière d'écrire un nombre comme somme de deux entiers, donc évidemment, il y a... Mais en tout cas, dans la somme, ce nombre-là, il va correspondre à un espace... Alors, si n est égal à 1, ça apparaît avec multiplicité 2g. Et puis si n est plus grand que 2, cette valeur propre, elle apparaît avec multiplicité 2, facteur de 2n-1, facteur de g-1. Et le 2, il vient du fait que j'ai à chaque fois une contribution de la série discrète holomorphe et une contribution de la série discrète anti-holomorphe. Je vais peut-être conclure en disant... Oui, alors à partir de là, on peut faire un calcul relativement amusant qui est de se demander ce que ça donne si on fait un peu formellement de calculer la trace de sigma t, sans trop se demander ce que ça veut dire, mais en disant c'est la somme des valeurs propres, du coup ça donnerait... Ah, il y en a qu'une qui est... Oui, j'ai oublié, il y en a une qui est différente, c'est la... Il y a un aussi, il y a le terme trivial. Donc en plus de tout ça, il y a aussi un qui fait partie du spectre. Donc si on calcule la trace du flot géodésique en se disant juste que c'est la somme des valeurs propres, hein, sans trop se demander ce que ça veut dire, donc, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, je dois trouver quelque chose qui est compatible avec la formule des traces de Selberg. Donc je vais trouver 1. Après, je vais trouver somme sur toutes les valeurs propres. Donc je vais avoir exponentielle moins t 1/2 plus IRJ. Et puis je vais avoir somme sur m de exponentielle moins mt qui se met en facteur tout de suite. Je le mets tout de suite en facteur. Après, je vais avoir somme pour n égale 2 à plus l'infini de... alors, 2 fois 2n-1, je vais mettre tout de suite g-1 en facteur. Je vais mettre 2 fois g-1 en facteur. Exponentielle moins mt, et puis il y a la même somme qui va se mettre partout en facteur. En fait, la somme pour m égale 0 à plus l'infini de exponentielle moins mt. Et puis, il y a 2g exponentielle moins t. Et puis, j'ai toujours cette somme en fait, qui se met partout en facteur. Et cette somme, bien sûr, c'est une série géométrique, hein, c'est 1 sur 1 moins exponentielle moins t. Par ailleurs, cette trace de sigma t, alors pour l'instant, je vais juste dire, faisons comme si c'était la somme des valeurs propres. Mais cette trace de sigma t, Victor Gilmin nous dit comment y trouver un sens. On appelle ça une trace bémol, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une trace régularisée. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un opérateur à trace, donc ce que je calcule, ce n'est pas une vraie trace, c'est une trace régularisée. Il y a une définition propre avec de l'analyse microlocale derrière, mais que je ne vais pas donner. Mais disons que une autre manière de lui donner un sens, c'est de dire, donc sigma t, si je le fais agir sur les fonctions, ce n'est pas du tout un opérateur à trace, mais je peux le régulariser en convolant des deux côtés par un opérateur régularisant.
de manière à ce qu'ils deviennent à trace. Et puis je fais ensuite tendre le epsilon vers 0. Alors il se trouve que parfois ça converge vers quelque chose et parfois pas, mais là, quand on a un flot, hyperbolique, et qu'il faut que je prenne t non nul, Gilmin nous dit que quand on a un flot, par exemple un flot hyperbolique, il y a une limite finie et qui s'exprime comme une somme sur les géodésiques. Donc ça, c'est Gilmin 77. Cette limite, en fait, ça s'exprime comme une somme sur les trajectoires périodiques du flot. Donc là, ça va être les géodésiques fermées. Je vais avoir là la période primitive, hein, donc une trajectoire périodique, comme j'ai dit plusieurs fois, on peut parcourir plusieurs fois la plus petite période. Donc gamma 0, c'est la période primitive. Il y a une masse de Dirac donc là, c'est une masse de Dirac en T, on va dire T positif. Et en général, au dénominateur, il y a un déterminant de l'application de Poincaré. Donc sur une section à la trajectoire périodique, on prend l'application de Poincaré. Donc vous voyez que pour que la formule ait une chance d'être vraie, il faut supposer que l'application de Poincaré n'a pas 1 comme valeur propre. C'est une formule qui est assez générale. Hein. Enfin, il faut évidemment mettre des conditions sur cette application de Poincaré. Et dans le cas du flot géodésique sur une surface compacte, en fait, cette application de Poincaré, ces deux valeurs propres, c'est exponentielle de la longueur de gamma et exponentielle moins la longueur de gamma. Donc si je l'applique au cas particulier d'une surface hyperbolique compacte, ça va faire exponentielle L de gamma moins 1. Donc ce déterminant, il y a deux valeurs propres, c'est exponentielle L de gamma moins 1 et 1 moins exponentielle moins L de gamma. Alors attention, tout ça c'est au sens des distributions en T, parce que vous voyez, là c'est une distribution. Donc ce truc-là c'est vrai au sens des distributions. Cette identité c'est au sens sur R privé de 0. Ça veut dire que si j'intègre des deux côtés le long d'une fonction test à support compact dans R privé de 0, j'ai une identité entre les deux. Alors, moi, je vais essayer de montrer que c'est compatible avec la formule d'Étrel de Selberg. Alors là, comme j'ai une masse de Dirac en T, donc je peux aussi toujours, c'est aussi 1 sur 1 moins exponentielle moins T. Je vais avoir une somme sur les géodésiques périodiques orientées. Et alors celui-là, je le fais sortir, comme j'ai la masse de Dirac, je le fais sortir en 1 moins exponentielle moins T. Et lui, par contre, je vais le laisser tel quel, mais ça, c'est juste pour obtenir quelque chose qui ressemble à la formule des traces. Je vais avoir exponentielle moins j'ai aussi moins T sur 2, et en bas, 2 sinus hyperbolique L de gamma sur 2. Voilà, donc en supposant que j'avais le droit de dire que cette trace c'était la somme des valeurs propres, ça c'est quelque chose qui à mon avis est un peu pénible à justifier, mais en supposant que j'avais le droit de faire ça, j'obtiens
j'obtiens la formule suivante, mais qui est valable sur R privé de 0. Alors, oui, il y a des termes qui vont se simplifier. Ce 1 moins exponentielle moins t là, il se simplifie avec cette somme là qui est apparue, la somme sur M, ce qui est aussi 1 moins exponentielle moins t, donc il va disparaître là. Donc j'obtiens somme tout ça, c'est au sens des distributions, ça veut dire que ça a un sens si j'intègre les deux côtés le long d'une fonction test en t. Ça va faire 1 moins exponentielle moins t. Celui-là, il vient de lui. Plus somme de exponentielle moins t facteur de 1,5 plus ou moins IRJ. Plus 2 G moins 1 somme pour n plus grand que 2 de 2n moins 1 exponentielle moins mt plus 2g exponentielle moins t. Alors, quel est le lien avec la formule des traces? Pour ceux qui connaissent la forme habituelle de la formule des traces. Alors, la formule des traces de Selberg. Alors, oui, il y a une autre chose qu'on peut simplifier, c'est ce exponentielle moins t sur 2, il est là et il est là. Donc, je vais l'enlever aussi des deux côtés. Je vais l'enlever là. Du coup, ça va me faire un exponentielle t sur 2 et là, exponentielle moins t sur 2. Et là, ça va me faire du moins t sur 2, 2n moins 1. J'ai multiplié des deux côtés par exponentielle t sur 2. Et là, ça fait moins t sur 2, qui peut aussi se regrouper avec celui-là. D'habitude, la formule des traces de Selberg, ça commence comme ça, c'est somme Alors souvent on l'écrit sous forme intégrée le long d'une fonction test, mais c'est juste la même chose. De toute façon, c'est une égalité au sens de distribution. Donc normalement, alors la valeur, il y a exponentielle t sur 2, plus exponentielle moins t sur 2, et puis il y a cette même somme là, sur les valeurs propres. Et le terme qui a l'air différent, c'est quand on écrit d'habitude la formule des traces de Selberg, on obtient un terme qui est la transformée de Fourier de la fonction. On obtient normalement la transformée de Fourier de la mesure de Plancherel sur le disque hyperbolique. Voilà, ça, c'est la forme habituelle de la formule des traces de Selberg. Alors, exercice, c'est un calcul sur les résidus, en fait, de montrer que la transformée de Fourier de cette fonction. En fait, il faut écrire la formule des résidus à partir des pôles de la tangente hyperbolique. De montrer que
la transformée de Fourier, cette distribution, pour t non nul, elle coïncide avec cette somme-là. D'accord? Donc, je ne le fais pas devant vous parce que j'ai déjà dépassé, mais en fait, donc ça, c'est une distribution. Hein, donc, sa transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier d'une distribution tempérée. Elle a une singularité en 0. Donc là, avec ce calcul-là, on ne voit pas du tout, ça ne dit rien sur la singularité en 0 parce que tout était vrai sur R privé de 0. Mais exercice de calcul de résidus, c'est de montrer que cette transformée de Fourier-là, en dehors de 0, elle coïncide avec cette somme-là. Alors après, il faut regrouper, ce terme-là, il faut le regrouper avec celui-là. Donc en fait, ces deux n-1, donc ils sont juste les... Ils étaient apparus dans Riemann-Roch comme dimension de certaines sections holomorphes de fibrés, mais ils sont aussi liés à la transformée de Fourier de cette mesure de Plancherel. Moi, je vais m'arrêter. Alors, voilà, là j'ai juste exposé un petit peu. La prochaine fois, je vais donner un peu plus de détails sur la théorie des représentations de PSL2 et puis dire un petit peu comment je suis partie pour faire ce calcul. Après, c'est un calcul, en fait, il y a une intégrale une intégrale dépendant d'un paramètre dont il faut faire un développement asymptotique. Donc, au final, c'est un peu fastidieux, mais... Ah oui, ce que je veux dire aussi, c'est que là, je suis vraiment repartie, pour calculer ces corrélations, je suis vraiment repartie de la manière dont les gens faisaient les calculs dans les années 50, et j'ai regardé ce que ça donnait, en ayant en tête que je voulais trouver les résonances du flot géodésique, donc en ayant en tête des questions plus actuelles. Il y a un article de Dyatlov, Faure et Guillermou, qui font un peu la même chose, mais en sens inverse, c'est-à-dire ils partent de la... C'est un article d'il y a quelques années, je ne sais plus la date, peut-être 2015, 2016. Ils font les choses un peu en sens inverse par rapport à la démarche que j'ai adoptée. Ils sont partis de la théorie des espaces de Banach anisotropes, donc la théorie générale qui marche pour tous les flots d'Anosov. Ils se sont demandé ce que ça donnerait si on essayait de l'appliquer à une surface hyperbolique. Et ils ont retrouvé à peu près ça. Enfin, en tout cas, ils ont retrouvé toutes les résonances qui venaient des valeurs propres du Laplacien. Ils n'ont pas retrouvé les résonances topologiques, mais ça, je pense qu'en fait, ils auraient pu. C'est juste qu'à un moment, ils ont eu peur de diviser par 0 et ils ont dit on ne va pas traiter les points entiers. Mais je pense qu'en fait, ils auraient pu probablement les retrouver. Donc, en fait, en faisant la démarche inverse, moi, je suis partie vraiment un peu de la manière ancienne de faire, et j'ai essayé de relier à la théorie moderne des résonances. Eux, ils sont partis plutôt de la théorie moderne des résonances, et ils ont essayé de voir ce que ça donnerait si on l'appliquait aux surfaces hyperboliques. Ils ont trouvé cette liste de résonances. Ils ont aussi décrit les états résonants, les T étoiles qui apparaissaient dans mon théorème. Par contre, ils ne peuvent pas faire le développement asymptotique à tout ordre parce que si on applique la théorie générale des résonances, on est bloqué, on est bloqué à un moment, on ne peut pas faire le développement asymptotique à tout ordre en appliquant juste la théorie générale. Donc la méthode où on fait vraiment les calculs explicites en théorie des représentations, elle permet de faire un développement asymptotique un peu plus précis. Et puis deuxième remarque que je veux dire, c'est que je conseille ça donne une sorte de nouvelle preuve de la formule des traces de Selberg, mais je ne conseille pas de faire comme ça. Enfin, la preuve d'origine est beaucoup plus courte. Enfin, c'est agréable de retrouver d'une autre manière la preuve, mais si on voulait justifier toutes les étapes, il y aurait des interversions somme intégrale qui seraient vraiment pas très agréables à faire. Donc, je ne conseille pas forcément de démontrer comme ça la formule des traces. Voilà.